Merci beaucoup. Alors, d'abord, je veux vous remercier pour l'invitation. J'en suis très touché. Et ensuite, si je vous ramène à la présentation de la journée, on présentait le quartier Mylène comme l'exemple même d'une heureuse multiethnicité. Euh, je n'ai pas la prétention, surtout dans la demi-heure qui m'est accordée, de vous dire si c'est vraiment l'incarnation d'une multiethnicité heureuse que notre quartier. Plus simplement, j'ai choisi deux exemples séparés dans le temps, mais qui, je l'espère, pourront nous aider à comprendre comment les identités qui se tissent à l'échelle des quartiers, à l'échelle des voisinages, à l'échelle de la cohabitation dans les mêmes bouts de rue, comment ces petites identités aux interstices des grandes identités religieuses, nationales, ethniques, peuvent contribuer aux identités plurielles. Alors, deux exemples de l'histoire du quartier sans plus tarder. Mais d'abord, dressons la table. Dressons la table avec le Mylène en 1901. 1901 parce que c'est vraiment une période clé. C'est celle où on entre dans la transition entre un secteur qui est encore largement rural et l'urbanisation, c'est-à-dire la première couronne de banlieue à encercler la ville de Montréal à la fin du 19e siècle, grâce au tramway électrique, entre autres. Alors, j'attire votre attention sur la carte. Ce que vous voyez avec la carte, c'est que ce qui est en jaune, en vert et en orange, c'est le village qui a commencé à se développer dans la deuxième moitié du 19e siècle, essentiellement autour de deux facteurs. Premièrement, les carrières de pierre grise qui se trouvaient à ce moment-là plus à l'est. Pensez au parc Laurier, pensez au parc Père-Marquette. Ces carrières de pierre grise qui ont servi à construire la plupart des grands édifices de Montréal au 19e siècle. Pensez à l'église Notre-Dame, à l'ancien palais de justice, aux grandes demeures bourgeoises. Bien, c'est une pré-urbanisation du Mylène parce qu'il y a toute une population d'artisans, tailleurs de pierre, manœuvres, carriers, qui va arriver sur ce qui est aujourd'hui le plateau Mont-Royal et les premiers noyaux villageois vont se former au 19e siècle autour de ça. Pour regarder à peu près à cet endroit. Le deuxième noyau, c'est celui qui est créé toujours dans la deuxième moitié du 19e siècle autour de ce qui est encore aujourd'hui l'église Saint-Enfant-Jésus et le parc La Haye, c'est-à-dire sur la rue Saint-Dominique, entre Laurier et Saint-Joseph. Mais surtout, il y a le corridor du boulevard Saint-Laurent, qui n'était pas encore boulevard, qui se trouve ici. Et donc, il y a un village formé largement d'artisans canadiens-français. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur les statistiques qui sont tirées du recensement. 82 de la population est francophone, 16 est britannique, et ce 16 est tout récent. Je vais y arriver. Il y a 129 Italiens, 15 Juifs, donc on n'est pas encore évidemment en 1901 dans la période juive du quartier. Au contraire, l'immigration juive est en pleine croissance, mais beaucoup plus dans ce qu'on appellerait le bas de la ville, c'est-à-dire autour de ce qui était à l'époque la rue Craig. Alors, on est vraiment d'un endroit qui est un village périurbain, mais qui est sur le point de se transformer à très grande vitesse parce que la population anglophone qui correspond à ce qui est orange, c'est tout nouveau. C'était des fermes seulement quelques années auparavant, de grandes fermes qui appartenaient à de grands propriétaires fonciers, la famille Bagg, entre autres. Et il y a des promoteurs, précisément dans la foulée du tramway électrique qui arrive à Montréal en 1892, qui vont racheter ces fermes-là pour en faire une banlieue destinée à la classe moyenne. Une banlieue dont l'avenue du Parc devait être la colonne vertébrale. Et on voulait faire de l'avenue du Parc un boulevard résidentiel de grand prestige, un rival de Westmount. Comme on peut le constater aujourd'hui, le projet n'a pas complètement fonctionné, mais a laissé des traces dans le patrimoine bâti du quartier. Alors, il y a vraiment, dès cette époque-là, deux Mylènes, ce Mylène canadien-français, ce Mylène d'artisans, et ce nouveau Mylène côté ouest de Saint-Laurent, la fameuse frontière du boulevard Saint-Laurent n'est pas qu'un mythe, elle est un cliché, mais tout cliché a un fond de vérité. Et donc, ce nouveau quartier, parce que ce qui est en blanc, c'est loti, mais ce n'est pas encore bâti. Alors, faisons un saut de 30 ans dans le temps, à peine 30 ans, et le Mylène est déjà complètement différent. Vous avez qu'à regarder les statistiques du recensement par rapport aux chiffres de 1901. Ce Mylène est complètement différent parce qu'il faut aussi se souvenir
qu'au début du 20e siècle, jusqu'à la grande crise économique, Montréal est dans une période de croissance exponentielle. C'est la plus forte poussée démographique à Montréal, dans l'histoire de Montréal, et ça s'accompagne d'une très forte immigration, principalement italienne et juive. D'ailleurs, c'est peu connu aujourd'hui, c'est souvent oublié, mais le Mylène de cette époque-là allait au-delà de la voie ferrée, allait jusqu'à la rue Jean-Talon, grosso modo, et ce qu'on appelle aujourd'hui la Petite Italie, ça faisait partie du Mylène historique, et d'ailleurs, les premières générations de résidents, d'immigrants italiens de la Petite Italie contemporaine baptisaient leur quartier le Mylène, chose qui s'est perdue avec les générations suivantes. Donc, ce quartier est complètement urbanisé. Et voyez les chiffres. Il faut aussi savoir rapidement, je ne vous ferai pas tout le cours des districts municipaux, que le Mylène comme ville, comme banlieue distincte n'existe plus depuis 1910. Ville-Saint-Louis a été annexée par Montréal cette année-là et a été subdivisée en districts électoraux. D'abord, le district Laurier, qui correspond exactement à la ville Saint-Louis historique. En 1921, on crée 3 districts séparés. Au nord de la voie ferrée, le district Saint-Jean-Baptiste, c'est ce qui est aujourd'hui la Petite Italie, la Petite Patrie. Mais au sud, ce qui correspond donc en orange et en jaune au Mylène contemporain, ça va être le district Saint-Michel et le district Laurier. La frontière entre les deux était le milieu de l'avenue Laurier. Et c'est important pour la suite de mon histoire parce que si vous regardez les chiffres, dans Laurier, c'est-à-dire autour de l'avenue Laurier jusqu'à celle du Mont-Royal, la communauté juive forme déjà 51 % de la population. Les francophones sont toujours très nombreux, concentrés autour du noyau paroissial que je vous décrivais tout à l'heure, 38 %. Mais les Britanniques sont pratiquement, peut-être pas disparus, mais très minoritaires, puisqu'ils ne sont que 1246. Par contre, dans Saint-Michel, il y a vraiment 3 communautés. Alors, Saint-Michel, je vous le rappelle, on est au-delà de l'avenue Laurier jusqu'à la voie ferrée. La communauté juive est très présente, mais elle n'est pas majoritaire, 38,5. Les francophones sont aussi présents, mais nettement minoritaires, le quart de la population, tandis que les Britanniques, regardez donc la différence entre les 2 districts qui sont le même Mylène, sont 33 % de la population. Pourquoi? Autre élément de l'histoire du Mylène dont on se souvient peu aujourd'hui, c'est qu'il y avait une importante communauté catholique irlandaise autour d'une paroisse, la paroisse Saint-Michael, dont d'ailleurs l'église qui existe toujours est probablement le symbole visuel le plus connu du quartier. C'est la fameuse église avec le dôme byzantin de la rue Saint-Viateur. 2 hommes politiques ont dominé cette période-là dans le quartier et 2 hommes qui incarnent, à travers leurs affrontements, c'est là-dessus que j'arrive, qui incarnent bien à la fois la cohabitation, mais aussi les tensions de cette période-là. Le premier, Napoléon Turcot, est le dernier maire de Ville-Saint-Louis jusqu'à l'annexion par Montréal en 1910. Mais sa carrière politique ne s'arrête pas à ce moment-là, au contraire. Il va être l'échevin du quartier Laurier pour les 20 années suivantes, c'est-à-dire jusqu'à 1930. Il va être non seulement l'échevin du quartier, il va être aussi le député provincial libéral de la circonscription qui englobe le Mylène. Tandis que le second, Max Ziegler, est celui qui va le défaire aux élections municipales de 1930. Mais avant que Max Ziegler remplace Napoléon Turcot et après, il y a eu une période de tension qui montre bien comment, à tout le moins sur le plan politique, se vivait la cohabitation entre la communauté canadienne-française et la communauté juive, sur le mode de l'affrontement, mais pas seulement. Alors, pour dresser la table, pour comprendre le contexte de l'époque, il faut revenir à la paroisse, parce que la paroisse Saint-Enfant-Jésus du Mylène était non seulement un pôle religieux, elle était surtout un pôle communautaire et social. Cette paroisse-là s'était dotée, dès le début du 20e siècle, à une époque où l'État était minimalement investi dans la dimension sociale, cette paroisse-là avait à la fois une notabilité importante, celle qui résidait boulevard Saint-Joseph, qui était une adresse de prestige, avocats, notaires, médecins, essentiellement canadiens-français, mais aussi dans la foulée de Rerum Novarum, l'encyclique qui voulait donner à l'Église une mission de s'investir plus auprès des classes populaires, s'était doté de plusieurs activités sociales. Je vous donne quelques exemples.
La garderie Saint-Enfant-Jésus est créditée, qui se trouvait sur l'avenue Laurier, juste à côté de l'église, et qui était gérée par les Sœurs franciscaines missionnaires de Marie, est créditée dans l'histoire des garderies populaires au Québec comme la première garderie populaire de l'histoire québécoise. J'ai des collègues qui me disent que les Anglais en avaient créé avant, je ne suis pas spécialiste, mais il reste que la mission explicite que se donne cette garderie-là, c'est de s'occuper des familles ouvrières du quartier. Au moment où, déplore-t-on, les femmes devraient rester à la maison, on constate que pour les familles de classe ouvrière, souvent les femmes n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler. Et donc, on ouvre une garderie pour que les enfants aient une éducation morale. Même si la mission est clairement catholique, la garderie est aussi ouverte aux enfants de toute nationalité. Et d'ailleurs, les religieuses, dans un bilan des années 20, disent qu'ils ont plusieurs enfants d'origine italienne. La religion n'est pas un obstacle. Mais ils revendiquent aussi d'avoir le premier enfant négrillon. C'est le terme employé. La goutte de lait, c'est aussi quelque chose de très important sur le plan social. À cette époque-là, la mortalité infantile est extrêmement élevée chez les enfants, surtout canadiens-français. On est avant la pasteurisation obligatoire du lait, qui n'arrive qu'à la fin des années 1920. Et il y a des milliers de nourrissons qui meurent littéralement l'été à cause du lait ou de l'eau contaminée. Donc, l'Église, avec des médecins soucieux d'hygiène, mais aussi soucieux, qui voient dans ça, d'ailleurs, le titre « Sauver l'enfant, c'est sauver la nation », le montre bien. L'Église met sur pied des gouttes de lait, qui sont littéralement des cliniques de puériculture gratuites, où on enseigne, non seulement on donne du lait maternel sain aux mères des milieux populaires, mais on leur enseigne les principes de l'hygiénisme. Alors, cette paroisse-là, c'est vraiment doté d'une mission sociale dans un quartier mixte, c'est-à-dire un quartier où il y avait, comme je l'ai dit, une notabilité importante, mais il y avait aussi, à cause de la gare du Mylène au nord, une importante population ouvrière. Et ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Quand on parle du Mylène immigrant, quand on parle du Mylène multiethnique, les premiers immigrants du Mylène, c'est ceux que je nomme les immigrants de l'intérieur. Ce qui a donné son caractère multiethnique au quartier dès le début du 20e siècle, c'est bien sûr le corridor du boulevard Saint-Laurent. Les immigrants juifs qui se trouvaient à la hauteur de la rue Craig, au sud de la rue Ontario, vont remonter le boulevard Saint-Laurent, particulièrement après la Première Guerre mondiale, entre autres grâce à la prospérité des années 1920, et vont s'établir dans les rues de part et d'autre du boulevard Saint-Laurent. À l'est, beaucoup des familles ouvrières récemment arrivées qui vont travailler dans les manufactures de vêtements du boulevard Saint-Laurent et d'ailleurs, et qui vont cohabiter dans les petites rues comme Saint-Dominique, de Bullion, Hôtel de Ville, littéralement dans les mêmes triplex, les mêmes duplex. Moi-même, quand j'ai fait les relevés du recensement de 1921, qui a été rendu public il y a à peu près 2 ans, j'ai été étonné parce que souvent on dit le Mylène à l'est de Saint-Laurent était très canadien-français, c'est vrai, mais il était aussi beaucoup plus multiethnique que je l'aurais cru, particulièrement des familles ouvrières qui travaillent dans les manufactures. Je vous donne un exemple rapide. Quand on fait le recoupement entre le recensement de 1921 et ceux qui travaillent à la manufacture de vêtements PEC, le pionnier des manufactures de vêtements au Mylène, une forte proportion des hommes qui sont tailleurs et coupeurs, les fonctions les plus valorisées sont juifs, mais une très forte proportion des couturières sont canadiennes-françaises. Et quand on fait le recoupement avec le recensement, il s'agit la plupart du temps de jeunes filles célibataires qui restent encore à la maison avec leurs parents. Donc, dans l'Est, il y a vraiment un phénomène de cohabitation multiethnique, mais de quartiers plus populaires. Alors que du côté ouest du Mylène, on est nettement, à cause de la banlieue que je vous ai décrite au début, dans un quartier de classe moyenne qui va être investi par une classe moyenne juive en pleine ascension sociale pendant cette période-là. Et donc, ce qu'il ne faut pas faire de vue, c'est que les premiers immigrants, ceux de l'intérieur, c'était les paysans canadiens-français qui arrivaient par milliers à la gare du Mylène, qui arrivaient souvent d'ailleurs des Laurentides, où le mythe de la colonisation agricole des Laurentides, leurs parents y avaient cru. Mais avec l'hiver, avec les terres arides, très souvent, leurs enfants, par la gare du Mylène, revenaient et se trouvaient du travail dans les nombreuses manufactures qui s'installaient le long de la voie ferrée. Alors, ça, c'est le noyau canadien-français, le noyau qui s'identifie à la paroisse, qui est très marqué par l'idéologie nationaliste canadienne-française du temps. Celui qui était le curé de la paroisse pendant 15 ans, de 1915 à 1930, Philippe Perrier, grand ami de Lionel Groulx, qui a d'ailleurs résidé au presbytère pendant cette période-là, était une figure idéologique et un leader charismatique important. Son presbytère, dit Lionel Groulx dans ses mémoires, a servi de refuge à des jeunes Canadiens français qui voulaient lutter contre la conscription de 1917. Il a été un des fondateurs de l'Action française et de l'Action nationale. Et Henri Bourassa, qui n'était pas toujours d'accord avec Lionel Groulx, au contraire, il y avait comme un terrain
peut-être pas neutre, mais régulièrement, M. Perrier, le curé Perrier, organisait des rencontres au presbytère où Henri Bourassa, Lionel Groulx et plusieurs autres des dirigeants nationalistes discutaient, débattaient entre eux. Donc, il y avait vraiment aussi un pôle intellectuel. Pendant ce temps-là, il y a un édifice qui incarne la suite des choses. Vous le reconnaissez peut-être, c'est le siège des Jeunesses musicales du Canada aujourd'hui. C'est donc sur l'avenue du Mont-Royal, au coin d'Henri-Julien. Sauf qu'avant d'être le siège des Jeunesses musicales du Canada, si vous regardez le haut de la photo, c'était autre chose. C'était la clinique Laurier, une clinique municipale qui fait partie des grands travaux publics de la crise économique des années 1930, mais qui répond aussi à un besoin criant, puisqu'à l'époque, la médecine est encore privée. La goutte de lait est gratuite pour les mères nécessiteuses des couches populaires. Mais pour avoir accès à la goutte de lait, il faut être catholique et canadien-français. Quoique, est-ce que les catholiques irlandais pouvaient y avoir accès? Je vous avoue, je n'ai pas investigué. Chose certaine, les Juifs n'y avaient pas accès. Donc, pour Max Ziegler, qui remplace Napoléon Turcot aux élections de 1930, l'ouverture d'une clinique municipale gratuite, mais surtout ouverte à tous et à toutes, sans distinction de langue, de religion, de race ou d'origine, était quelque chose d'essentiel. Et lorsqu'il est élu en 1930, il en fait une de ses principales revendications. Il était très impliqué dans la communauté juive, tout ce qui concerne la santé publique. Il avait lutté, entre autres, pour la création d'un hôpital pour tuberculeux, etc., etc. De sorte qu'en 1932, quand le comité exécutif annonce que la clinique va être construite, elle ouvre ses portes un an après, on dit, et ça passe inaperçu, que la clinique va recevoir le nom de son principal promoteur, l'échevin Max Ziegler. D'ailleurs, voilà la clinique dans une photo tout de suite après son ouverture. Alors, la clinique nommée du nom de son promoteur, il faut savoir que c'était une pratique courante à l'époque. Il en reste encore des traces dans le bâti montréalais. Pensez à un autre quartier qui était Saint-Louis. Il y a un bain public toujours ouvert qui s'appelle le bain Schubert. Et c'est du nom de l'échevin qui a contribué à ce que ce bain public soit ouvert à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'eau chaude dans les appartements, les fameux cold water flats de cette époque-là. Et donc, on donnait aux élus qui s'en attribuaient évidemment le mérite, le nom des édifices publics. Dans le nord du Myland, le prédécesseur de M. Ziegler, notre ami le maire Turcot, l'actuel bain Saint-Michel, qui est en ce moment un centre culturel en voie d'aménagement, s'appelait au départ le bain Turcot. Mais le fait de nommer la clinique Laurier, dont voici une photo des maires à l'intérieur quelques mois après son ouverture, le fait de la nommer clinique Ziegler n'est pas passé comme une lettre à la poste. Alors, j'aime bien les palimpsestes, vous savez, ces parchemins où on découvre quelque chose en grattant. C'est une photo que j'ai prise. Donc, si on revient en arrière, c'est toujours là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces trous? Bien, il y avait ça. Clinique Ziegler, Ziegler Clinique, 2 plaques de bronze. Et ça va devenir un symbole lors de la campagne électorale de 1934. Regardez les manchettes. C'est une sélection de manchettes de journaux. J'ai pris le Canada, j'ai pris le Devoir, j'ai pris la Gazette. Chrétiens contre Juifs dans Laurier. M. Omer Langlois s'intitule officiellement candidat canadien-français. Une lutte qui sera des plus violentes, c'est celle qui se livrera dans le quartier Laurier pour l'échevinage. Et surtout, c'est la clé, tous ensemble pour sortir le Juif. Et effectivement, les plaques sont tellement devenues un symbole qu'elles ont été dérobées. L'article de la presse le dit. 2 plaques de bronze scellées de chaque côté de la porte d'entrée de la clinique Laurier, rue Mont-Royal-Est, et plaques qui portaient le nom de l'échevin Max Ziegler, de nouveau candidat à l'échevinage dans le quartier Laurier, ont été enlevées hier ou de bonne heure ce matin. Il a été impossible jusqu'ici de savoir par qui ni au nom de quoi. On sait que dans ce quartier, la lutte est très vive entre l'échevin sortant et M. Omer Langlois, journaliste, car tout le débat porte sur la question de nationalité. Bel euphémisme. Pourquoi ça porte sur la question de nationalité? Bien, parce qu'il y a vraiment un choc frontal dans Laurier entre cette élite traditionnelle canadienne-française qui se croit dépossédée de sa paroisse. On va même dire, ça va être un slogan de la campagne électorale, dès que Max Ziegler est élu en 1932, la campagne suivante, à l'époque, les élections étaient à tous les 2 ans, les élections municipales. Donc, un des slogans de la campagne de 1932, c'est « Il faut sauver Laurier de Jérusalem ». Une des raisons pour lesquelles Max Ziegler est élu en 1930 et en 1932, c'est, diront les dirigeants nationalistes, parce que le vote national canadien-français s'est divisé.
Napoléon Turcot était un ennemi de Camillien Aude, celui qui a été élu maire de Montréal une première fois en 1928. Et donc, Camillien Aude présentait son candidat pour battre Napoléon Turcot. Donc, les nationalistes disent, alors que les Juifs votent à 110 150 allusion au télégraphe et à la fraude électorale, nous, on se divise stupidement entre Canadiens et Français. Alors, il y a de très forts appels à l'unité nationale. Et le retrait de la vie politique de Napoléon Turcot, après sa dernière défaite en 1932, fait en sorte qu'on choisit, lors d'une convention où il va y avoir 8 candidats, un candidat qui va être qualifié d'unité nationale. C'est donc le journaliste Omer Langlois. Et toute la campagne dans Laurier va se faire autour de ça. En dépit de ça, Max Ziegler va être réélu. Et là, ça amène la question, évidemment, pourquoi? Pourquoi même quand tous les leaders nationalistes de la paroisse et du district s'unissent derrière un seul candidat, qu'on ne peut plus prétendre à la division du vote canadien-français, cet échevin juif qui est perçu et décrit comme un étranger, un usurpateur. Alors, une des explications, on la trouve dans le fait que dès le départ, Max Ziegler a su s'appuyer sur une coalition de nature multiethnique. Il fait campagne non seulement en yiddish et en anglais, mais aussi en français. Il parle d'ailleurs un excellent français, ce qui étonne beaucoup les journalistes, et Pierre Anctil pourra le confirmer, de la part d'un dirigeant politique juif, c'était plutôt rare à l'époque. Et surtout, la comparaison avec Saint-Michel est encore plus instructive. Je vous rappelle qu'à Saint-Michel, il y a vraiment 3 groupes. Un groupe irlandais, un groupe canadien-français et un groupe juif. Et dans Saint-Michel, la même campagne de 1934, il n'est pas du tout question de vote, d'appel au vote de race. Au contraire, tous les candidats sont d'accord pour une chose, c'est dire qu'ils vont représenter l'ensemble des citoyens de Saint-Michel sans distinction de race ou de religion. Et c'est le cas, par exemple, du candidat juif Léon Crestall qui fait un appel aux Rialto, aux électeurs de religion chrétienne. Aujourd'hui, on dirait les Québécois francophones, en disant qu'il va les représenter. C'est le cas surtout de celui qui va être élu, Dave Rochon. C'est une citation de la campagne suivante, 2 ans après, mais il disait la même chose dès 1934. « Je vais continuer à représenter les électeurs de mon quartier sans égard à leur race ou à leur religion. Je ne ferai jamais appel au cri de la rage. Je ne suis pas un représentant des Canadiens français, anglais ou des Juifs, mais de toutes ces communautés ensemble. » Donc, dynamique très différente, dans pourtant un quartier qui est fondamentalement le même, mais avec quand même quelques distinctions. La première, c'est que Saint-Michel est un quartier nettement plus populaire. On se trouve donc au nord de l'avenue Laurier, on se trouve dans un secteur plus ouvrier. Donc, on peut faire l'hypothèse que ce que les notables lisent dans les pages du Devoir a moins d'écho dans les couches populaires. Hypothèse parce qu'évidemment, ils nous ont laissé très peu de témoignages écrits. Il y a évidemment le jeu d'alliance entre les 3 communautés, parce qu'à l'époque, il ne faut pas se le cacher, quand Max Ziegler est élu la première fois, la communauté juive le voit comme un représentant de plus de la communauté à l'hôtel de ville. Donc, la notion de vote ethnique est quand même présente. Mais il y a surtout cette dynamique où on se rend compte qu'il est nécessaire de faire des alliances. Ce qui nous ramène à ma question de départ, c'est-à-dire les relations de voisinage. Le Myland a ceci d'exceptionnel à Montréal, que c'est un quartier où les gens vivent littéralement dans les mêmes rues. Et les rapports de voisinage, puis ça, les témoignages de ma propre famille vont dans ce sens-là, tempèrent beaucoup les discours officiels, amènent dans la vie quotidienne à voir autre chose. D'ailleurs, il y a eu des affrontements assez violents le jour du vote en 1934 devant la clinique Ziegler, avec plusieurs dizaines d'arrestations, mais ça n'a rien à voir avec une émeute qui s'était produite à Toronto 1 an auparavant, où il y avait eu des centaines d'arrestations et de blessés. Et le contexte de la crise économique fait en sorte que des affrontements de rue de cette nature-là ne se reproduiront pas dans le Myland avant 1942, lors des émeutes contre la conscription. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je veux quand même, dans le temps qui me reste, faire un saut dans la période contemporaine, parce que la cohabitation est toujours présente, mais a pris des formes complètement différentes. Alors, il y a une citation qui montre bien l'époque où le Myland était perçu comme le quartier montréalais par excellence de la cohabitation multiethnique. La première est de Sheriff Simon. Le Myland offre un lieu fertile à l'hybridation. Ce quartier accueille depuis à peu près 20 ans une nouvelle génération d'habitants urbains qui refusent la vie de banlieue et apprécient l'hétérogénéité du quartier. Dans les rues, on entend parler le français et l'anglais, mais aussi le yiddish, le hongrois, le portugais, l'italien. Et la suivante d'Ignace Olazabal est de 2006.
La densité et la diversité de sa population donnent à ce lieu son aspect carrefour. Juifs hassidiques de Belz et de Satmar, Grecs originaires de Sparte et du Péloponnèse, Calabrais et Siciliens, Açoriens, Anglo-protestants, Québécois d'origine canadienne-française, immigrants d'origine latino-américaine, africaine, antillaise et asiatique arrivés au cours des années 1980 et dont les enfants se rencontrent dans une culture proprement mylandaise. Et là, c'est un bel exemple de la différence entre la perception et la réalité, parce que ce que décrit M. Olazabal en 2006, c'est un quartier qui n'existe plus. On est même presque dans le mythe. Pourquoi? Bien, la manchette de la presse de 1999, l'année de l'essai de Sherry Simon, le montre bien. C'est encore le Myland qui remporte les honneurs de la plus belle fête de quartier de la Saint-Jean-Baptiste. La voilà la fête, c'est elle qui a contribué énormément à faire connaître, renaître aussi le Myland à une époque où la multiethnicité était célébrée. On est dans la foulée de l'adoption de la Charte de la langue française. Le gouvernement du Parti québécois prend le virage de l'interculturalisme. Et il y a plusieurs organismes communautaires du Myland qui bénéficient dans cette période-là de subventions pour des programmes qui vont faciliter non seulement l'intégration des immigrants à la société québécoise, ce qui était le cas auparavant, ou encore des programmes destinés aux communautés immigrantes, soutien à des équipes sportives, développement commercial, mais surtout des programmes qui vont permettre la rencontre entre les immigrants et les Québécois francophones de souche. Il y a plusieurs exemples que je n'ai pas le temps de vous donner. Mais ce qui a le plus incarné cette période-là, c'est une fête de rue, la Saint-Jean dans le Myland, qui était justement une fête qui valorisait l'échange entre les cultures, entre autres par un grand repas communautaire. Mais la fête dont la presse dit en 1999 qu'elle est la plus réussie, bien, c'est sa dernière édition en 1999. Non seulement ça, ce n'est plus le Comité des citoyens du Myland créé en 1982 qui l'a organisé. Ce sont deux citoyennes qui ont pris la relève parce que la fête a été victime de son succès. La rue était débordée par des milliers de Montréalais qui venaient de partout à Montréal, y compris des banlieues, et qui voulaient découvrir ce quartier tant vanté. À tel point que c'était devenu dangereux pour la sécurité publique et la police était très inquiète. Donc, la fête se termine cette année-là, mais c'est aussi une période où le quartier se transforme complètement. Donc, au moment, et c'est ça le paradoxe, où le Myland est célébré comme le quartier multiethnique montréalais par excellence, il cesse d'être un quartier d'immigration, du moins d'immigration traditionnelle. L'étude de Damaris Rose et d'Annick Germain vous montre bien la progression, alors qu'il y a un sommet en 1961 avec 44,5 % de la population qui est d'origine immigrante. En 2006, ce n'est plus que 27,4 %. Il y a donc une chute marquée qui s'est accélérée des immigrants. J'insiste sur le traditionnel. On va voir pourquoi on est chanceux. On vient juste d'avoir la ventilation du recensement de 2016 pour les quartiers de la ville de Montréal. Et on va voir l'immigration est toujours là, mais elle a complètement changé de nature. C'est-à-dire que les immigrants italiens, grecs, portugais, qui vont transformer le Myland dans les décennies 1960-1970, à l'époque où les classes moyennes des générations précédentes, juifs, irlandais, canadiens, français, comme ma famille, ont quitté pour les nouvelles banlieues, Laval, Longueuil, l'ouest de l'île de Montréal. À l'époque, donc, où les Grecs, les Italiens, les Portugais renouvellent le Myland et font que ce quartier, alors défavorisé, garde un dynamisme. Mais pendant les années 70 et 80, ces immigrants-là, à leur tour, et c'est ça l'échelle de l'ascension sociale, quittent le Myland. La communauté grecque est encore présente commercialement dans le Myland, entre autres sur l'avenue du Parc, mais sauf quelques personnes âgées, la très, très grande majorité, surtout quand il s'agit de la deuxième génération, vit maintenant à Laval. Mais le Myland s'est encore transformé, et j'attire en passant 33 500. Si on revient à 23 840, ce n'est pas parce qu'il y a 12 000 personnes de plus, c'est parce que les références ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans l'étude de Sherry Simon, la frontière du Myland, c'est le Myland historique, c'est-à-dire la rue Saint-Denis, alors que ces chiffres-là viennent de la ville de Montréal. Et aujourd'hui, la frontière officielle du Myland, c'est l'avenue Christophe-Colomb, beaucoup plus à l'est, pour des raisons d'équilibre entre les districts électoraux. Mais demandez à quelqu'un qui vit à l'est de Saint-Denis, je serais très surpris que vous trouviez quelqu'un qui vous dise qu'il est du Myland. Mais bref, c'est ça qui explique la différence de chiffres. Mais regardez, la proportion d'immigrants est 24,8 %, mais regardez les immigrants français, vous me voyez venir, 26,4 %. Mais là où ça devient encore plus spectaculaire, c'est la notion d'immigrants récents. Donc, les 5 dernières années, les immigrants récents, 48,8 % viennent de France.
C'est eux qui transforment le Myland depuis 20 ans et aussi tout le plateau, pourrait-on dire. D'ailleurs, le deuxième groupe, le groupe suivant, ce sont les Américains à 7,3 %. On parle de 140 personnes. Les statistiques ne nous disent pas si ce sont des hipsters américains attirés par la scène musicale alternative ou plutôt des hommes assidiques de Brooklyn qui, prenant épouse, déménagent au Myland. Ça, je ne peux pas vous le dire. Et en plus, si on regarde les résidents non permanents de tout le district Myland, 8,7 %, ce qui est considérable. Mais quand on parle de résidents non permanents, on parle de jeunes avec visa étudiant, permis de travail temporaire. Alors, il y a une forte proportion d'entre eux qui sont français et qui souhaitent, dans bien des cas, continuer de vivre à Montréal après. Alors, ceux et celles qui ont transformé le Myland, et je termine avec ça parce que je vois que le temps file, c'est ceux qui ont créé depuis 20 ans la nouvelle identité du Myland, c'est-à-dire non plus le quartier des nouveaux immigrants. Si c'est ça que vous voulez chercher, allez à Pac-Extension, à Côte-des-Neiges, à l'arrondissement de Saint-Laurent, mais le quartier d'une nouvelle immigration, beaucoup moins lié au pays d'origine en termes identitaires. Certains les qualifient de nomades urbains, ça ouvre la porte à un grand débat, mais qui ont fait de ce qui est aujourd'hui considéré dans une étude célèbre. On dit aujourd'hui que le quartier H2T, parce que la chercheure a pris les codes postaux pour définir ces quartiers, est celui qui a le plus d'artistes au Canada. Et si on élargit la notion à celle de travailleurs culturels, donc en ajoutant aux danseurs, aux acteurs, aux peintres, les graphistes, les techniciens du son, ça atteint 18 %. Au cœur de ça, la mutation de ce que les résidents du quartier nomment les mégastructures, les anciennes manufactures de vêtements qui donnaient des milliers d'emplois aux nouveaux immigrants, prêts à commencer au bas de l'échelle avec des maigres salaires, mais il y avait toujours du travail si on voulait travailler là. Ce sont ces mégastructures qui habitent cette nouvelle population du Myland. Quelques photos en terminant qui montrent bien cette mutation. L'édifice Peck, dont je vous parlais au début, qui a été le pionnier du Myland multiethnique avec sa main-d'œuvre dès le début du 20e siècle, venue de plusieurs pays. C'est aujourd'hui le siège social canadien d'Ubisoft. J'ai organisé plusieurs visites guidées l'été dernier pour les employés d'Ubisoft et ils me disent qu'ils viennent de 50 pays. Ce qui a remplacé les machines à coudre, par contre, ce sont les ordinateurs. Alors, j'ai demandé 50 pays, c'est quoi la majorité? Ils me disent ça vient de partout, mais il y a deux pluralités, les Québécois et les Français. Et d'une année à l'autre, ça varie selon les mutations, les affectations, si ce sont les Français ou les Québécois qui ont la pluralité. Et donc, le Myland et la rue Saint-Viateur en est l'exemple, est toujours une rue de cohabitation entre cultures, mais ce n'est plus la rue des immigrants grecs, portugais, italiens des années 80, c'est complètement autre chose. Et d'ailleurs, le Café Olympico, qui a commencé en 1970 comme club social privé réservé aux femmes, aux hommes, beau lapsus, les femmes en étaient exclues, est aujourd'hui une destination hyper branchée. Et c'est intéressant aussi pour boucler la boucle, je termine avec la dernière photo. Même si les Italiens ont été les premiers à quitter le Myland avant les Grecs et les Portugais, sauf pour quelques couples très âgés, plusieurs, et c'est la même chose chez les Grecs, restent propriétaires de commerces, mais ont réinventé leur commerce comme des destinations branchées, Olympico, mais aussi, il y a une fête qui a une très forte valeur identitaire, dont le Café Olympico est un des principaux commanditaires, la San Marziale, c'est ce que vous voyez sur la photo de droite. Et c'est une fête où les enfants, les petits-enfants des Italiens qui sont arrivés ici par bateau en 1950-55, qui vivent à Laval, qui vivent à Saint-Léonard, ils reviennent pour la San Marziale. C'est la seule fois dans l'année, souvent, ils reviennent. Mais pour eux, ça a conservé une valeur identitaire et c'est là qu'il y a encore un nouveau métissage en cours. Merci beaucoup.